Ravi de vous retrouver dans une ambiance désormais déconfinée. Finalement, on a beaucoup de chance. Et donc, à l'effet de balayer avec vous les principales problématiques liées à cette reprise progressive ou brutale d'activité. Donc, pour l'examen effectivement de ce moment à passer ensemble autour de la gestion de la sortie de crise, nous serons trois pour cette présentation. Emmanuel Tournaire, Sandrine Bassicalupi et moi-même. Et donc autour de 4 points qui nous sont apparus essentiels. Il s'agira donc d'évoquer successivement les différents outils susceptibles d'être mobilisés pour adapter le temps de travail aux conditions économiques de la reprise. Ce thème, effectivement, nous permettra d'examiner des aspects plutôt quantitatifs ou qualitatifs autour de cette thématique du temps de travail. Ensuite, un thème finalement assez voisin de celui du temps de travail, mais qui a déjà été fréquenté par les textes antérieurs, notamment l'ordonnance de mars 2020, autour des temps de repos, c'est-à-dire de la capacité pour l'employeur de fixer, modifier les congés payés ou de fixer des temps de repos. Ce sera donc le deuxième thème. Et puis, troisième thématique, essentielle aussi, c'est au fond la place des IRP dans la reprise. Nécessairement difficile de ne pas associer plus ou moins les représentants du personnel, s'ils existent dans l'entreprise, aux conditions de la reprise. Et puis, inévitablement, quatrième thème, eh bien, les conditions sécurisées de la reprise autour des différents protocoles, mesures du protocole sanitaire, des protocoles sanitaires. Voilà à peu près le menu de ce qui vous attend, de ce qui nous attend pendant les quelques minutes que nous avons à passer ensemble. Voilà, donc je vous propose d'enchaîner immédiatement, puis je vais commencer par le premier thème, celui qui touche effectivement au temps de travail et donc aux différents outils juridiques susceptibles d'être mobilisés. Alors bien sûr, l'accord de performance collective, la PLD, dispositif d'activité partielle de longue durée, et toutes les thématiques tenant autour des heures supplémentaires. Voilà, donc si on commence par le thème de l'APC, ce fameux accord de performance collective, donc ce dispositif, vous le savez, est né avec l'ordonnance du 22 septembre 2017. Au fond, il a été fini par être identifié et nommé par la loi de ratification des ordonnances du 29 mars 2018 pour prendre le nom d'accord de performance collective. Et on le trouve codifié sous l'article 2254.2 du Code du travail. Donc ce dispositif, au fond, quand on regarde son objectif tel que défini par le premier alinéa de l'article 2254.2, c'est un accord qui est destiné à répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou destiné à préserver ou développer l'emploi. Alors c'est vrai que ce dispositif n'a pas été fait forcément spécifiquement pour la période de crise sanitaire, puisqu'il est antérieur à 2017, mais néanmoins, il peut être utilement mobilisé pour effectivement faire organiser l'activité de l'entreprise ou adapter le temps de travail à l'activité de l'entreprise dans la période post-confinement. Alors, je vous propose de passer en revue assez rapidement un petit peu son contenu. Tout d'abord, ce dispositif, vous le savez, a dans le viseur en quelque sorte le socle contractuel. C'est-à-dire que cet accord peut cibler effectivement des éléments qui sont habituellement qualifiés comme étant par nature des éléments du contrat de travail. C'est-à-dire, chose assez classique, ce qui est du domaine du contrat, par opposition à ce qui est du domaine des conditions de travail. Ce qui est du domaine du contrat, c'est durée, aménagement du temps de travail, aspect quantitatif, aspect qualitatif, rémunération, aspect quantitatif et aussi structure de la rémunération, et puis les autres éléments du socle dit contractuel, c'est-à-dire la mobilité géographique et professionnelle. Donc il va de soi que cet accord ne vise pas des rémunérations qui seraient extra-contractuelles, usage, décision latérale,
ne vise pas ce qui est du domaine des conditions de travail, c'est bien effectivement le contrat de travail qui est dans le collimateur, entre guillemets, de cet accord collectif. Donc ça, c'est la cible. Si on s'intéresse ensuite au contenu, parce que ça, c'est relativement essentiel, en fait, quand on regarde les dispositions légales, le contenu est finalement, au fond, peu de choses obligatoires de ce qu'impose effectivement le législateur. Ce qu'il impose, c'est à minima, effectivement, un préambule, obligatoirement un préambule. Alors, ce préambule, le texte dit est destiné à définir les objectifs de l'accord. Alors, bien évidemment, pour la question, inévitablement, il faut qu'il y ait un préambule. La question de l'absence de préambule sur l'accord pourrait entraîner des difficultés majeures, et notamment, on pourrait imaginer que l'accord est privé d'effet s'il n'y a pas de préambule. Probablement pas de nullité, mais au moins privé d'effet, ce qui veut dire que les conséquences qui s'attachent à ce dispositif ne pourraient pas exister, notamment les conséquences quant au licenciement éventuel des salariés qui refuseraient qu'on applique l'accord à leur contrat de travail. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, il faut que le préambule, à mon sens, c'est la seule clause obligatoire. Donc il faut qu'il soit relativement précis quant aux objectifs. Et je pense qu'il y a deux choses dans le préambule. D'une part, au fond, définir quelle est la cause de l'accord. Pourquoi cet accord existe? La cause de l'accord, et on voit bien ici, dans une situation post-confinement, ce serait au fond de considérer que le contexte économique de l'entreprise a été difficile, qu'il demeure difficile, d'où la nécessité de cet accord. La cause, et puis les objectifs. Cause, objectif de l'accord. Alors, objectif de l'accord, quand on regarde, si on reprend ce qu'on évoquait tout à l'heure, le premier alinéa de 2254.2, l'objectif, c'est, on nous dit, répondre aux nécessités de fonctionnement d'entreprise. Là, on pourrait imaginer que c'est adapter le fonctionnement de l'entreprise à la reprise d'activité. Adapter le fonctionnement de l'entreprise à la reprise d'activité. Alors, adapter, si on s'intéresse à l'un des éléments du contrat de travail, temps de travail, donc adapter en aménageant, adapter en augmentant le temps de travail ou en le réduisant, mais au fond, à la reprise d'activité. Donc ça, c'est essentiel à définir dans le préambule. On pourrait imaginer aussi, dans le préambule, de rajouter que c'est aussi fait pour préserver l'emploi ou développer l'emploi. Mais attention, moi j'ai la conviction qu'une formule aussi générale, préserver l'emploi ou développer l'emploi, pas suffisant, à mon avis, au sens de ce que souhaite le législateur. Donc il faut se méfier d'en rajouter trop. Je crois qu'il faut être relativement précis. Je ne sais pas s'il faut aller trop sur la préservation ou le développement de l'emploi, faute de quoi, s'il faut préserver l'emploi, il faudra sans doute quantifier la nature, qu'est-ce qui est préservé, quel est le périmètre de cette préservation d'emploi. Moi, je crois qu'il faut être très très attentif à la partie préserver ou développer l'emploi. Mais dans notre situation, répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, il me semble qu'il suffit d'indiquer dans le préambule qu'au fond, c'est à partir de difficultés économiques constatées pendant la période de confinement et qui se poursuivent ou pas, ou qui nécessitent en tout cas de faire quelque chose de manière importante en matière de temps de travail, eh bien, c'est adapter le fonctionnement de l'entreprise à la reprise d'activité. Ça devrait suffire, tout en rappelant effectivement que la cause de l'accord, ce sont les difficultés économiques dues à la période de crise sanitaire. Ensuite, ça, c'est la seule clause obligatoire. Ensuite, il y a des clauses qui sont forcément nécessaires. Nécessaire, c'est la cible contractuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera visé dans l'accord. Alors, rémunération, durée aménagement du temps de travail ou les autres thématiques, pourquoi pas. Mais donc, forcément, il faut que l'accord définisse quelle est, au fond, quelle est la cible du contrat qui sera concernée par le dispositif de l'accord collectif. Nécessairement, la durée de l'accord, puisque surtout, c'est pour faire face à une période de reprise d'activité, on peut imaginer que la durée soit déterminée, a priori plutôt déterminée. Et donc, a priori, à définir la durée. Donc, vous savez qu'en l'absence de disposition quelconque, la durée est de 5 ans, mais ça serait forcément inadapté. Donc, il faut s'intéresser forcément à la durée pour peut-être définir que l'accord durera pendant 6 mois, 1 an, c'est-à-dire destiné effectivement à effacer les difficultés économiques de la période de crise sanitaire. Et puis d'autres clauses qui sont, elles, facultatives, qu'on retrouve dans d'autres dispositifs, les efforts proportionnés des dirigeants salariés, les efforts éventuels des actionnaires et des mandataires sociaux et la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Alors,
effort proportionné des dirigeants. Alors, actionnaire, c'est compliqué, puisqu'il faut une assemblée générale, mais on peut imaginer de considérer que pendant la période d'application de cet accord, eh bien, les dirigeants salariés, leur salaire n'augmente pas, pas nécessairement qu'il diminue, mais qu'il n'augmente pas, et la même chose pour les mandataires sociaux. Pour ce qui est de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, peut-être qu'il faut laisser là aussi certains dispositifs en vigueur ou à maintenir ou à intégrer dans le cadre d'un dispositif de télétravail. Voilà, rapidement sur le contenu de l'accord. Je suis obligé d'aller très 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 vite parce que le temps passe. Donc, si on s'intéresse plus particulièrement au thème du temps de travail, ben, voilà, ce que peut faire cet accord, c'est augmenter ou réduire le temps de travail, augmenter ou réduire le temps de travail contractuel, bien évidemment, hein, tout ceci étant l'aspect contractuel. Alors après, réduire à minima. Conséquences sur la rémunération, ben, les conséquences de la rémunération, c'est d'augmenter la rémunération si on augmente le temps de travail, pas nécessairement l'augmenter de manière proportionnelle. Il n'y a pas d'obligation de ce type-là, se réserve bien sûr de respecter le taux horaire du SMIC et le salaire conventionnel, réduire le temps de travail en réduisant la rémunération plus que de manière proportionnelle ou moins que proportionnelle, c'est ce qu'on définirait le contenu de l'accord. Et puis aussi, autre aspect qui n'est plus l'aspect quantitatif, mais l'aspect plutôt qualitatif, c'est-à-dire l'aménagement du temps de travail. Et là, naturellement, c'est tous les dispositifs que vous connaissez d'aménagement du temps de travail pour sortir, si nécessaire, du cadre hebdomadaire pour aller au maximum dans un cadre annuel, sous réserve, bien sûr, de vérifier qu'il n'existe pas déjà dans l'entreprise un accord d'aménagement du temps de travail. Et si cet accord d'aménagement du temps de travail existe, il faudra donc que cet accord APC, en même temps qu'il crée quelque chose de différent de ce qui existe, révise pour une durée limitée dans le temps l'accord d'aménagement du temps de travail qui existe et naturellement avec une petite concurrence avec un autre type d'accord qui existe également, et on ne sait pas bien pourquoi celui-ci subsiste, c'est l'accord d'aménagement du temps de travail de l'article 31, 21, 43 qui a fait suite à la loi Warsmann et au terme duquel le texte dit qu'un accord d'aménagement du temps de travail ne modifie pas le contrat. Et donc, cette question de la concurrence entre ces deux accords peut se poser, mais c'est vraiment assez peu de temps pour le développer. En tout cas, il peut y avoir une petite difficulté. Et puis, naturellement, le problème spécifique des forfaits en jours sur l'année, puisque cet accord APC peut modifier un dispositif existant de forfait en jours sur l'année, c'est-à-dire augmenter le nombre de jours travaillés ou le réduire. Ça, c'est possible. En revanche, il ne pourrait pas le créer avec les mêmes effets que ceux qui s'attachent à l'accord de performance collective. C'est-à-dire que ça supposerait effectivement que les salariés acceptent les conventions individuelles de forfait qui vont avec la mise en place d'un forfait jour, mais avec la capacité de refuser, et les refus ne seraient pas traités de la même manière que ceux qui résultent du refus de se voir appliquer l'accord de performance collective dans les autres situations. Ensuite, les effets de l'accord sur le contrat, une disposition un peu particulière. On nous dit effectivement que les clauses contraires et incompatibles du contrat sont en quelque sorte suspendues. L'accord de performance collective se substitue à ces clauses contraires et incompatibles. Ça ne veut pas dire qu'elle les modifie. L'accord collectif ne peut pas modifier le contrat. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est une substitution des clauses contraires. On a l'impression que ces clauses contraires, par exemple 35 heures si on veut faire 30 heures, ou 35 heures si on veut en faire 39, ces clauses contraires et incompatibles, elles sont mises entre parenthèses par la durée d'application de l'accord. Ce qui veut dire qu'à l'échéance de l'accord, on peut penser que la normalité contractuelle reprend effet, c'est-à-dire que le contrat tel qu'il existait avant l'application de l'accord va à nouveau s'appliquer dans toutes ces clauses, donc le retour à 35 heures, si on a touché à la rémunération, le retour à la rémunération contractuelle d'avant l'application de l'accord, etc., etc. Et puis, particularité de ce qui a été créé dans le cadre de cet APC, une fois que l'accord est conclu, il faut donc effectivement le présenter aux salariés, en informer les salariés par tout moyen. Et à partir de ce moment, les salariés disposent d'un délai de 2 mois pour non pas accepter la modification de leur contrat, mais accepter qu'on applique à leur contrat le contenu de l'accord collectif. C'est-à-dire accepter en quelque sorte de la mise entre parenthèses des clauses contraires et incompatibles du contrat en raison du contenu de l'accord collectif. Voilà. Donc, le refus du salarié, si c'est le cas, doit être express dans le délai de 2 mois. À défaut de refus express, le salarié est présumé et considéré exactement comme ayant accepté l'application de l'accord collectif à son contrat. Et dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire si le salarié refuse,
dans le délai de 2 mois. Le texte prévoit expressément que le salarié pourra être licencié pour une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire en quelque sorte, le législateur a préconstitué la cause réelle et sérieuse de licenciement, qui est le refus, mais surtout le refus de se voir appliquer l'accord collectif à son contrat. Et donc, pour que ce licenciement intervienne et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire sans guère de possibilité pour le salarié de le contester, sur le terrain, en tout cas, la cause est sérieuse, il faut que la notification du licenciement intervienne dans un délai de 2 mois suivant le refus, avec une petite particularité dans cette hypothèse prévue par le texte, c'est-à-dire que l'employeur devra abonder le CPF de 3 000 €. Voilà, de manière très très schématique et très très rapide, indiquer le contenu de ce dispositif qui effectivement peut être largement adapté à la période de post-confinement, en fonction des fluctuations d'activité, du temps de travail éventuellement nécessaire au sein de l'entreprise. Voilà, j'arrête là parce que sinon on pourrait prendre trop de temps. Et donc, aussitôt et tout de suite, je donne la parole à Sandrine pour la description des autres dispositifs en matière de temps de travail. Merci, je vous donne la parole, Sandrine. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, après avoir vu l'accord de performance collective, donc comme on vient de vous l'expliquer, qui va permettre effectivement d'aménager notamment le temps de travail, on va voir là immédiatement un autre outil qui, lui, va permettre de diminuer le temps de travail. Donc, on l'appelle l'APLD, l'activité partielle de longue durée. Cette activité partielle de longue durée a notamment été mise en place par la loi donc, du 17 juin 2020. Et cette activité partielle de longue durée a un but bien particulier, c'est finalement de faire face à une réduction durable de l'activité de l'entreprise. Donc, si vous voulez, pour schématiser, cette APLD va permettre de réduire le temps de travail, effectivement, des salariés. Le temps de travail non travaillé va être indemnisé au titre de l'activité partielle et bien évidemment, en contrepartie de tout cela, l'employeur va devoir mettre en place et prévoir effectivement certains engagements, notamment en matière de maintien de l'emploi. Comment va être mise cette activité partielle de longue durée? On va pouvoir la mettre en place par plusieurs modalités, notamment l'accord d'entreprise. L'accord d'entreprise va pouvoir mettre en place cette activité partielle de longue durée. Avec qui on va pouvoir négocier cet accord d'entreprise? On va le négocier bien sûr avec un ou différents délégués syndicaux. En l'absence de ces délégués syndicaux, l'accord d'entreprise pourra être négocié et conclu avec le CSE ou éventuellement avec un salarié mandaté. À côté de cet accord d'entreprise, l'APLD va pouvoir aussi être mise en place par, ce qui est assez intéressant, une décision unilatérale de l'employeur. Mais attention, décision unilatérale de l'employeur adoptée sur le fondement d'un accord de branche étendu. Sur le fondement d'un accord de branche étendu, mais il faudra faire attention aussi qu'au préalable, de bien consulter vos représentants du personnel, de bien consulter au préalable votre CSE avant d'adopter définitivement cette décision unilatérale de l'employeur. Pour aller assez rapidement sur le contenu de ces accords ou de ces décisions unilatérales, on va voir effectivement ce que doivent prévoir ces accords et ces décisions, notamment ce qui est fondamental et est une clause d'ailleurs obligatoire, c'est tout ce qui concerne le diagnostic sur la situation économique de l'entreprise. Donc, on pourrait se poser la question de dire qu'est-ce que c'est que ce diagnostic sur la situation économique de l'entreprise? Alors, c'est vrai que le ministère du Travail nous donne certaines réponses à ces questions, notamment dans le QR. On vient nous dire que ce qu'on doit mettre dans ce diagnostic de la situation économique, c'est notamment la trésorerie, les difficultés, la baisse de trésorerie, baisse de chiffre d'affaires éventuellement, diminution des commandes, voire menace sur l'emploi, bien sûr. Mais à côté de ce diagnostic sur la situation économique de l'entreprise, il faudra effectivement aussi indiquer quelles seraient les perspectives d'activité. Également, il va falloir prévoir, bien sûr, la date de début de mise en place de cette activité partielle de longue durée, mais également la durée d'application de ce dispositif. Alors, au niveau de la durée d'application de ce dispositif, c'est vrai qu'un intérêt majeur de cette activité partielle de longue durée par rapport à une activité partielle, on va dire, de droit commun classique, c'est qu'elle va pouvoir être mise en place sur une durée de 24 mois, alors consécutif ou non, sur une période de référence de 36 mois. Donc, c'est vrai que c'est un système quand même qui est assez intéressant par rapport à sa durée en tant que telle. Doit être prévu aussi les activités ainsi que les salariés qui vont être concernés par cette APLD vont devoir être mentionnés bien évidemment au sein des accords ou au sein de cette décision unilatérale.
Bien sûr, également, élément phare de cette activité va être de déterminer la réduction, effectivement, la réduction du temps de travail. On sait qu'il y a une limite à cette réduction. Cette limite est de 40% de la durée finalement légale du travail sur la durée de l'accord. Donc, on a un plafond sur cette réduction du temps de travail, 40% de la durée légale sur la totalité de l'accord. En tout état de cause et dans certaines circonstances bien particulières, on pourrait augmenter jusqu'à 50% de ce temps de travail, notamment si un accord de branche étendu le prévoit. Les accords ou les décisions unilatérales vont devoir aussi, on le verra juste après, mais prévoir tout ce qui concerne bien sûr les engagements pris par l'employeur en matière de maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle. Également, bien sûr, définir les modalités d'information tant des organisations syndicales que des représentants du personnel. Et là, c'est ce qu'on vous met effectivement sur le support, des clauses qui, pour le coup, elles, seraient plutôt facultatives, qui concerneraient les efforts des dirigeants, les efforts des mandataires, actionnaires, etc., notamment par rapport à tout ce qui est distribution des dividendes, mais également tout ce qui concerne les conditions de mobilisation des congés payés, voire du CPF, compte personnel de formation. Voilà pour résumer et de manière assez schématique le contenu de cet accord ou de cette décision unilatérale s'agissant de la mise en place de la PLD. Donc, plus spécifiquement sur les engagements. Donc, on a vu que cet accord ou cette décision doit prévoir des engagements en matière d'emploi et en matière de formation professionnelle. C'est vrai que le corollaire de diminuer ce temps de travail, c'est de dire attention, on met en place certaines contreparties. L'employeur va devoir effectivement s'engager à maintenir les emplois et donc nécessairement à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, mais également va devoir mettre en place des engagements en matière de formation professionnelle. On pourrait avoir plusieurs exemples par rapport à cette formation professionnelle qui pourrait être l'abondement par exemple du CPF, compte personnel de formation, qui pourrait être la mise en place de validation des acquis d'expérience, de renforcer par exemple le plan de développement des compétences, etc. Voilà au niveau schématique des engagements. L'intérêt surtout, vous le voyez pour cette activité partielle de longue durée, va concerner l'indemnisation. L'indemnisation, en fait, c'est une indemnisation qui est assez favorable par rapport à l'activité partielle de droit commun, parce que comme vous pouvez le voir, l'employeur, lui, va pouvoir percevoir des allocations d'activité partielle égales à 60%, 60% de la rémunération brute horaire du salarié dans une limite, attention, de 4,5 fois le SMIC, bien sûr, donc au lieu de 36% bientôt pour l'activité partielle de droit commun. Également, et s'agissant du salarié, là aussi l'indemnisation est assez intéressante. Le salarié va pouvoir bénéficier d'une indemnité d'activité partielle, elle égale à 70% de sa rémunération brute horaire, dans une limite aussi de 4,5 fois le SMIC, au lieu de 60%. Voilà. On attend effectivement les prochains décrets par rapport à l'indemnisation de l'activité partielle classique. Mais effectivement, voici les indemnisations de l'activité partielle après. Bien sûr, rien n'empêche, notamment dans les accords, de prévoir une indemnisation qui pourrait être plus favorable par rapport à celle-ci. Voilà sur cette activité partielle concernant les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et l'indemnisation en tant que telle de cette activité partielle de longue durée. Mais cette activité partielle de longue durée, ce qui est aussi primordial et nécessaire pour la mise en place de cette activité partielle de longue durée, ça va être l'intervention de l'administration du travail. Parce que finalement, donc, je vous ai dit tout à l'heure que la PLD, elle est mise en place soit par accord d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur prise sur le fondement d'un accord de branche étendu. L'accord d'entreprise, pour effectivement être mis en place, va devoir être validé par l'administration du travail. Anciennement direct, depuis le 1er avril, on est sur la DRETS, si je prononce correctement. Et concernant les décisions unilatérales, on ne sera pas sur une validation de la décision, on sera sur une homologation de la décision. Donc, deux contrôles. Un contrôle de validité pour l'accord d'entreprise, un contrôle d'homologation pour la décision unilatérale de l'employeur. S'agissant de ce contrôle de validité de l'accord, l'administration du travail va bénéficier de 15 jours pour valider ou non l'accord d'entreprise, 15 jours à compter de la réception de l'accord. Dans le cadre de ce contrôle, que va faire notamment l'administration du travail? Bien sûr, elle va vérifier que les règles relatives à la négociation collective bien été respectées, bien sûr, et surtout, elle va vérifier le contenu de cet accord et notamment de bien vérifier l'existence des clauses obligatoires que l'on a vues tout à l'heure.
Pour son contrôle d'homologation, pareil, bien sûr, là, l'administration du travail va bénéficier d'un autre délai qui sera un délai de 21 jours à compter de la réception de la décision unilatérale pour homologuer cette décision unilatérale. Dans ce délai-là, qu'est-ce qu'elle va aussi regarder l'administration du travail? Un petit peu les règles, bien sûr, les règles procédurales. Surtout vérifier que les représentants du personnel, le fameux CSE, ait bien été consultés au préalable et de vérifier surtout que les stipulations de la décision unilatérale soient conformes aux stipulations de l'accord de branche étendu. Donc, un délai de 15 jours, un délai de 21 jours, un délai pour valider, un délai pour effectivement homologuer. L'administration du travail donc, va pouvoir envoyer après sa réponse de manière dématérialisée aux entreprises, mais également aux organisations syndicales et au CSE. Et en tout état de cause, si vous ne recevez aucune réponse de l'administration du travail, le silence gardé par cette administration du travail vaudra décision d'autorisation. Donc, décision de validation, décision d'homologation, autorisation, en tout état de cause de l'activité partielle de longue durée. Donc, il y a un contrôle finalement en amont de ces accords et de ces décisions pour valider ou homologuer. Et après, bien sûr, l'administration du travail se réserve toujours la possibilité, durant le déroulé, durant l'exécution de cette activité partielle de longue durée, de contrôler aussi, bien sûr. Contrôler quoi? Contrôler notamment le respect des engagements pris par l'employeur dans ses accords ou dans ses décisions unilatérales. Et attention, de bien les respecter. Pourquoi? Parce qu'en cas de non-respect notamment de ces engagements, il pourrait y avoir des sanctions et notamment une demande de remboursement des aides octroyées à l'employeur, bien sûr, qui pourraient être donc reversées effectivement à l'État. Mais également quoi? Dans l'hypothèse où, alors qu'on s'engage à maintenir des emplois, des licenciements pour motif économique seraient notifiés aux salariés, les salariés, effectivement, en cas de contestation, pourraient toujours, devant la juridiction prud'homale, solliciter des dommages et intérêts, alors non pas pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais des dommages et intérêts pour réparer le préjudice éventuellement subi par ces salariés du fait des licenciements, en contrariété avec les dispositions prévues dans l'accord. Donc voilà, là aussi une présentation schématique de la PLD, bien évidemment. Après, en cas de questions, si vous voudriez des informations plus complémentaires, de ne pas hésiter bien évidemment à nous contacter. Donc voilà sur la PLD donc, qui permet de diminuer le temps de travail. Hop, on bascule, on change de thème. Donc là, au contraire, un autre système qui permet non pas la diminution du temps de travail, bien évidemment, mais l'augmentation du temps de travail. L'augmentation du temps de travail par un outil que je suis sûre vous connaissez, qui sont les heures supplémentaires. Donc, ces heures supplémentaires vont permettre l'augmentation de ce temps de travail. Ce qui est intéressant concernant les heures supplémentaires, c'est toute la place finalement de la négociation collective, bien sûr sur le thème de la durée du travail, mais notamment des heures supplémentaires. Pourquoi? Parce que, comme là vous le voyez à l'écran, les heures supplémentaires donc effectuées dans un certain contingent, ce contingent va pouvoir être fixé et mis en place soit par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche, et en tout état de cause, en l'absence d'accord, de dispositions conventionnelles, le contingent réglementaire qui est mentionné dans le Code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié. Donc, ce contingent-là s'applique. Bien sûr, possibilité d'aller au-delà et possibilité pour le salarié d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de ce contingent-là. Attention de toujours bien respecter les contreparties à verser aux salariés en cas d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent, notamment par l'octroi de contreparties obligatoires en repos. S'agissant du taux de majoration, là aussi, la négociation collective est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir prévoir ce taux de majoration, toujours pareil, soit par accord d'entreprise, soit par accord de branche. Et en tout état de cause, là, une règle va devoir être respectée, qui est une limite, c'est qu'on ne pourra pas prévoir un taux de majoration inférieur à 10%. À défaut de ces accords, de ces dispositions conventionnelles, on retournera sur nos taux de majoration légaux de principe de 25% et de 50% au-delà. Pareil également pour le repos compensateur, on peut bien évidemment le fixer et par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. Donc, voilà très rapidement pour ces heures supplémentaires, mais surtout, ce qui est intéressant quand même en matière de durée du travail, si éventuellement votre activité le permet, c'est de se dire j'ai une augmentation d'activité et au lieu peut-être d'avoir recours aux heures supplémentaires et notamment aux contreparties des heures supplémentaires, ça sera d'utiliser un autre système qui serait l'aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire.
La loi du 20 août 2008, qui a toute son importance, est venue finalement fusionner l'ensemble des anciens dispositifs existants, type cycle, modulation, JRTT, etc., en un seul régime d'aménager le temps de travail sur une période plurihebdomadaire. Donc c'est vrai que notre message aujourd'hui, c'est aussi de vous dire que la durée du travail par rapport à votre activité peut être effectivement aménagée, que vous avez à votre disposition plusieurs outils, et nous sommes aussi à votre disposition pour effectivement mettre en place et réfléchir réellement à la mise en place de ces outils qui seraient conformes et adaptés à votre activité et donc nécessairement au temps de travail mis en place dans votre entreprise. Voilà donc sur ce premier thème qui est terminé, sur le temps de travail. Donc je passe la parole donc, à ma collègue Emmanuelle Tournaire qui va vous parler maintenant des temps de repos et la reprise. Oui, merci Sandrine. Bonjour à tous et à toutes. Alors, outre la durée du travail, le second point qui permet aux entreprises d'organiser au mieux leur reprise, c'est bien sûr les temps de repos des salariés. Temps de repos, on entend deux choses. D'abord, les congés payés et ensuite les jours de repos de vos salariés. Donc, premier point, concernant les congés payés. On a d'abord voulu insister sur un rappel d'un texte du Code du travail, l'article L3141-16, qui peut être un peu oublié par les entreprises et qui pose le principe suivant, c'est le respect d'un délai de prévenance d'un mois pour modifier l'ordre et la date des départs en congé des salariés. Une exception à ce principe, c'est en cas de circonstances exceptionnelles. Et on peut imaginer que la crise sanitaire s'assimile à des circonstances exceptionnelles. L'employeur pourrait donc, via cet article du Code du travail, déroger à ce délai d'un mois. Attention toutefois, seulement pour modifier l'ordre et la date, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on voit bien que l'employeur peut le faire donc par décision unilatérale. Donc ça, c'est un premier rappel. Deuxième point sur les congés payés, c'est l'ordonnance de mars 2020 qui permet à l'employeur d'aller un petit peu plus loin puisque en plus de modifier la date des départs en congé et l'ordre, ce texte a permis à l'employeur d'imposer la prise de congés payés. Ce texte, cette ordonnance est repris par le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Attention, ce projet de loi n'est pas encore adopté, il est encore à l'état de projet. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que pour imposer les congés payés, l'employeur peut le faire par accord d'entreprise ou par accord de branche. Là, on n'est plus par décision unilatérale. Combien de jours? Alors, on n'est pas encore sur du nombre de jours puisque l'ordonnance prévoyait 6 jours que l'on pouvait imposer. Le projet de loi qui avait été présenté en Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale prévoyait d'augmenter à 8 jours. Attention, le 18 mai, le projet de loi est passé au Sénat. Le Sénat a repris ce qui avait été mentionné dans l'ordonnance, c'est-à-dire 6 jours. Quel délai de prévenance? Donc là, on n'est plus sur un mois, on est un délai de prévenance qui est à définir par l'employeur et qui sera au minimum d'un jour franc. On ne pourra pas aller en deçà d'un jour franc. Au niveau de l'échéance, donc l'ordonnance avait fixé une échéance au 30 juin 2021. Cette échéance était reportée au 31 octobre par le projet de loi adopté, revu à l'Assemblée nationale. Attention, le Sénat vient nous dire aujourd'hui 15 septembre. Donc sur l'échéance, on n'est pas encore totalement sûr. Il faut attendre que le projet de loi soit bien sûr adopté. Voilà pour les congés payés. On passe maintenant logiquement aux jours de repos. Donc, même dispositif que pour les congés payés, même possibilité qui s'offre à l'employeur d'imposer des jours de repos aux salariés. C'est un dispositif qui avait été également issu de l'ordonnance de mars 2021, qui est repris toujours par le projet de loi. Là, on n'est plus par accord d'entreprise ou de branche, on est par décision unilatérale de l'employeur, un peu différent. Quels jours sont concernés? Ça, c'est une question importante. Ce qu'on a appelé les RTT, donc qui émanent des systèmes de réduction du temps de travail. Les jours émanant des conventions de forfait, donc les jours non travaillés. Les jours qui émanent des dispositifs du compte épargne-temps. Et les jours de repos qui émanent des dispositifs d'aménagement du temps de travail. Donc, quand le temps de travail est réparti sur, par exemple, plusieurs semaines.
Combien de jours? On est à 10 jours pour les jours de repos, 10 jours au global. On ne pioche pas 10 jours dans chaque dispositif, c'est bien 10 jours en tout que l'on peut imposer. Le délai de prévenance, pareil que pour les congés payés, on est sur un minimum d'1 jour franc. Et quant à l'échéance, même remarque que pour les congés payés, l'échéance était reportée au 31 octobre avec le projet de loi qui avait été vu à l'Assemblée nationale. Attention, le Sénat reporterait seulement au 15 septembre. Donc, on attend que le projet de loi soit adopté. Dernier point d'actualité sur les jours de repos qui a son importance, un arrêt rendu de la par la Cour d'appel de Paris en avril, qui est rendu il y a 1 mois et demi, arrêt qui est revenu sur une notion qui avait été un petit peu oubliée par les employeurs, qui est la notion de difficulté économique. Donc cet arrêt rappelle et a rappelé, en l'occurrence c'était au groupe Sanofi, qu'on pouvait imposer unilatéralement des jours de repos et donc bénéficier de ce dispositif seulement lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, eu égard aux difficultés économiques. Donc l'employeur doit bien venir prouver des difficultés économiques pour pouvoir bénéficier de ce système. C'était bien repris dans l'ordonnance, ça a été un petit peu oublié par les employeurs. Attention, le projet de loi, pour l'instant, reprendrait texto l'ordonnance. On est quand même en attente de ce qui va se passer. Une difficulté quand même qui peut être soulevée, c'est que l'ordonnance et toujours pas le projet de loi n'ont défini la notion de difficulté économique. On peut imaginer que ce serait une baisse importante du chiffre d'affaires, mais pour l'instant, rien n'est réellement venu le définir. Donc, ce sera aussi au juge du fond d'en juger, comme ils l'ont fait pour Sanofi. Voilà pour les congés et les jours de repos. Autre acteur extrêmement important de la reprise, c'est les représentants du personnel. Le CSE d'une part, les délégués syndicaux de l'autre. Donc concernant le CSE, on n'oublie surtout pas que le CSE a une compétence consultative. Donc le CSE est informé et consulté sur les conditions, sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise, ce qui inclut bien sûr notamment les conditions de travail. Voilà pourquoi je dis que c'est important. Deux exemples, une compétence sur les modalités de la reprise, bien sûr, le respect des règles sanitaires, on consulte son CSE, le protocole sanitaire vient nous le rappeler. Autre aspect important, la réorganisation bien sûr de l'activité, l'aménagement des horaires, du temps de travail, des postes de travail. Un exemple simple, le télétravail, on consulte son CSE. Autre exemple, tout ce qui est attrait à la politique de protection et de la santé et sécurité des salariés. On vous a mis de manière non exhaustive la mise à jour du DURP. Pas d'obligation de consulter le CSE. La cour d'appel, plusieurs cours d'appel sont venus nous le rappeler, notamment un arrêt Amazon qui avait fait un petit peu de bruit, mais le CSE doit forcément être associé dans les mesures de prévention et dans le DURP. La désignation du référent Covid, bien sûr, préconisation par le protocole sanitaire d'associer le CSE. La mise à jour du règlement intérieur, pareil, le protocole sanitaire nous préconise de mettre à jour notre règlement intérieur avec les mesures de prévention. On n'oublie pas que quand on modifie le règlement intérieur, il faut nécessairement l'avis du CSE. Sur les modalités de consultation, le principe légal qui a été posé, c'est, sauf accord avec le CSE, 3 réunions seulement en visioconférence par année civile. L'ordonnance d'avril 2020 était venue déroger à ce principe en permettant des réunions en visioconférence ou en conférence téléphonique sans limite dans l'année. Le projet de loi reprend ces modalités. Attention, 31 octobre par l'Assemblée nationale, aujourd'hui seulement jusqu'au 15 septembre par le Sénat. Outre le CSE, bien sûr, autre organe qu'il va falloir ne pas laisser de côté pour la reprise, c'est les délégués syndicaux, avec bien sûr leurs compétences en matière de négociation. On négocie avec les délégués syndicaux pour la mise en place d'un télétravail régulier. On n'oublie pas qu'il faut d'abord négocier avec son délégué syndical s'il y en a, et ce n'est qu'à défaut qu'on établira une charte. Sur la PLD et la PC, ça vous a été dit tout à l'heure, on négocie avec les délégués syndicaux. Et bien sûr, dans la mise en œuvre des mesures de protection, puisque là encore, le protocole sanitaire vient nous dire qu'on doit associer les représentants syndicaux à la mise en œuvre des mesures de protection.
Voilà rapidement pour les IRP. Sandrine, je te laisse la parole sur les conditions sécurisées de la reprise. Oui, merci Emmanuel. Donc, on va voir ensemble donc, le dernier thème de ce webinaire, donc les conditions sécurisées de la reprise. On va voir plus particulièrement donc, les mesures sanitaires à ne pas oublier à mettre en place, la vaccination par les services de santé au travail et les campagnes de dépistage, les fameux tests antigéniques dans les entreprises. Donc, pour aller donc directement sur les mesures sanitaires, je profite de cet instant pour ouvrir une petite parenthèse pour rappeler notamment que le protocole donc, national sanitaire pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, qui a été mis à jour très récemment, la dernière mise à jour date donc du 18 mai dernier, qui rappelle bien que, attention, même si on est en situation de reprise, la règle du télétravail, le télétravail reste toujours la règle aujourd'hui. Le télétravail, pour bien évidemment les activités travaillables, doit toujours être privilégié. Le protocole vient dire qu'effectivement, les salariés auraient la possibilité de revenir une journée par semaine en présentiel avec l'accord de l'employeur, attention. Mais pour l'instant, la règle du télétravail pour tout ce qui est télétravaillable, bien sûr, reste le principe. Alors, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, est venue nous dire il y a quelques jours qu'à compter du 9 juin prochain, cette règle-là devrait évoluer. Mais en tout état de cause, pour l'instant, effectivement, on reste sur cette règle-là pour les activités télétravaillables. Donc, concernant au contraire les activités qui sont donc effectuées en présentiel, bien évidemment, là, des mesures sanitaires doivent être appliquées strictement. Pourquoi ? L'employeur, attention, est dans le cadre de son obligation de sécurité, de résultat, de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Donc, on est vraiment dans cette obligation générale de santé-sécurité de l'employeur. Donc, ce fameux protocole national, donc dernièrement mis à jour, rappelle l'ensemble de ces mesures sanitaires qu'on connaît, mais qu'on met en place et qu'on continue en tout état de cause à appliquer. La mesure phare, bien évidemment, que tout le monde connaît, bien sûr, c'est le port du masque. Port du masque obligatoire, on le rappelle aux salariés, on informe les salariés, on affiche effectivement cette obligation de porter le masque. On ne le porte pas n'importe comment, bien évidemment, on le porte bien sur le visage correctement pour qu'il y ait une véritable sécurité assurée pour les salariés. Bien sûr, ces masques sont à disposition des salariés, le coût incombe à l'employeur. Mise à disposition de gel hydroalcoolique, l'aération, vraiment, ce nouveau protocole, ce protocole dernièrement mis à jour insiste véritablement sur l'aération et la ventilation des lieux de travail. On respecte nos gestes barrières, on respecte la distance physique d'au moins 1 mètre entre chaque salarié. Et on n'oublie pas, Emmanuel vous en a parlé tout à l'heure, on n'oublie pas de désigner notre fameux référent Covid. Ce référent Covid qui est une sorte d'intermédiaire entre l'employeur et les salariés sur la mise en place et sur les éventuelles questions sur ces mesures sanitaires. On le met en place, on informe les salariés par notamment un affichage de qui est ce référent Covid, son nom, prénom, coordonnées, bien évidemment. C'est lui qui sera par exemple mobilisé en cas de cas symptomatique ou en cas de cas positif sur lieu de travail. Donc, on n'oublie pas effectivement la désignation de ce référent Covid. Quelles sont les dernières mises à jour, les derniers apports du protocole national qui a donc été mis à jour le 8 avril et le 18 mai dernier? On vous les a listés ici pour résumer. Donc, respecter une distance de 2 mètres lorsque des salariés, lorsque des personnes effectivement n'arrivent pas, ne portent pas de masque. On respecte bien cette distance-là. Le port du masque, bien sûr, obligatoire, mais pas n'importe quel masque. Un masque avec filtration supérieure à 90%. Donc, attention à la réglementation et attention aux masques effectivement que l'on peut acheter. La durée d'isolement qui a été modifiée, qui était auparavant à 7 jours, qui passe à 10 jours. Effectivement, un cas positif à la Covid-19 est isolé 10 jours. Alors, ce qui est un petit peu particulier, c'est la question qui peut se poser à ce moment-là, c'est quel est le point de départ finalement de l'isolement de 10 jours. 2 cas, un salarié qui est symptomatique, il va être effectivement isolé 10 jours à compter de l'apparition des symptômes. En revanche, un salarié asymptomatique, comme on appelle ça, pourrait être isolé pendant une période de 10 jours à compter du résultat du test. Donc, toujours faire attention effectivement au point de départ de cette période d'isolement pendant 10 jours.
Également, dans ce protocole national, certaines dispositions sont envisagées par rapport aux espaces de restauration collective, bien sûr, hein, vigilance vraiment accrue par rapport à tout cela. Également, la dernière mise à jour nous parle de quoi? Nous parle des fameux autotests, hein, ça y est, on est en train d'en entendre parler. L'employeur va pouvoir mettre à disposition des salariés des autotests au sein de l'entreprise. Attention, on respecte certaines conditions, qui est bien évidemment le principe du volontariat des salariés. On n'oblige pas effectivement ces autotests et le respect du secret médical par rapport aux résultats. Et enfin, dernière petite modification ou petit ajout, c'est dans ce protocole national reprend et vient indiquer effectivement que la vaccination va être possible, enfin est possible, hein, par les services de santé au travail que l'on va voir juste après. Donc voilà, hein, de manière très résumée, ces mesures sanitaires, les mesures prévues par ce protocole d'accord, par ce protocole national pour assurer la santé, la sécurité des salariés, hein, qui fait véritablement partie de cette obligation générale de sécurité de résultats. Un mot rapide sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Emmanuel vous en a parlé tout à l'heure. Attention, vigilance, on insiste. Toutes les entreprises, peu importe le secteur, peu importe l'effectif, doivent avoir un document unique d'évaluation des risques professionnels, bien évidemment, et surtout doit le mettre à jour, notamment par rapport à la mise en place de toutes ces mesures, hein, toutes ces mesures de prévention pour préserver cette santé des salariés. Attention, l'absence de DIERP et l'absence de mise à jour est passible de sanctions pénales. Hein, donc, effectivement, vigilance par rapport à ce document. Donc voilà par rapport à ces mesures. Quelques mots maintenant s'agissant donc des campagnes de dépistage. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal de questions sur ces campagnes de dépistage, sur ces tests antigéniques à mettre en place ou pas au sein des entreprises. Donc, l'employeur va pouvoir effectivement mettre en place ces tests antigéniques au sein de l'entreprise, mais si certaines conditions sont remplies, notamment si un foyer de contamination est suspecté ou avéré, ou en cas de circulation active du virus, bien sûr, les tests antigéniques vont pouvoir être mis en place, pas n'importe qui. Le médecin du travail ou l'infirmier du travail vont pouvoir effectuer ces tests antigéniques. Attention, petit focus, l'employeur va devoir déclarer ces tests-là au préfet et à l'ARS, hein, au moins 2 jours ouvrés avant la mise en place de cette campagne de dépistage. Hein. Donc attention à ces conditions-là. Bien sûr, cette campagne de dépistage, il va falloir informer les salariés. On informe bien sûr les salariés sur le déroulement de cette campagne de dépistage. On informe aussi nos représentants du personnel. On leur rappelle, bien évidemment, ça c'est très important, on leur rappelle que ces tests antigéniques sont faits sur la base du volontariat. On n'oblige pas effectivement les salariés à se faire dépister et on ne les sanctionne pas, bien sûr, en cas de refus. Hein. On les informe, c'est sur la base du volontariat et les résultats, bien évidemment, sont soumis à ce qu'on appelle le secret, mais bien sûr le secret médical. Donc, le salarié n'a pas l'obligation de transmettre le résultat. Il le peut s'il le souhaite, bien sûr, mais il n'a pas l'obligation de transmettre le résultat à son employeur. Et enfin, s'agissant de ces tests antigéniques, le coût, bien évidemment, le coût de cette campagne de dépistage au sein de l'entreprise incombe à l'employeur. Hein, donc ça, c'est important. Juste pour terminer, effectivement, sur ces tests antigéniques mis en place au sein de l'entreprise, une question pourrait se poser qui est finalement quid du règlement intérieur par rapport à ces tests antigéniques. C'est vrai que si on fait le parallèle avec les alcotests notamment, les alcotests sont mentionnés dans le règlement intérieur. Donc, la question qui se pose, c'est si on met en place cette campagne de vaccination et ces tests, notamment pour les salariés, est-ce que on le prévoit ou pas dans le règlement intérieur? Donc ça, c'est une vraie question qui se pose, effectivement, de dire, peut-être que, à mon sens, de le mentionner dans le règlement intérieur pourrait effectivement, ça pourrait effectivement être mis en place par ce levier-là. Mais effectivement, c'est une réflexion qu'il faudra avoir et qu'on pourrait avoir tous ensemble. Et enfin, donc s'agissant de ces mesures sanitaires, dernier mot sur ce webinaire, qui est donc la vaccination. Vaccination, alors là, pour le coup, pas par n'importe qui, donc par les services de santé au travail.
Les services de santé au travail peuvent vacciner bien sûr les salariés. Pourquoi? On le comprend, pour finalement diminuer la pression des services hospitaliers. Donc les services de santé au travail peuvent, alors depuis le 25 février dernier, peuvent vacciner avec l'AstraZeneca et depuis le 19 avril dernier avec le Johnson. Ils vont pouvoir vacciner certains salariés. Alors pas tous les salariés pour le moment. Pour le moment, c'est les salariés âgés de 55 ans et plus. Bien sûr, donc les salariés âgés de 55 ans et plus. En revanche, il y a une certaine priorisation au sein de cette vaccination. On vient nous dire qu'effectivement, les salariés de 55 ans et plus, mais dont l'activité finalement les amène à être en contact direct avec le virus, sont prioritaires pour avoir cette vaccination. On parle de qui? On parle des fameux travailleurs effectivement de deuxième ligne, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de taxi, les employés des pompes funèbres, les employés de caisse, les hôtesses de caisse, etc., qui sont véritablement en contact avec ce virus, sont prioritaires pour avoir cette vaccination. Donc, les salariés, pour pouvoir être vaccinés par ces services de santé au travail, doivent être informés par l'employeur. Le protocole insiste là-dessus, vient bien dire que l'employeur doit effectivement informer les salariés qu'ils ont la possibilité de se faire vacciner, finalement dans le cadre d'une campagne de vaccination définie par les pouvoirs publics. Donc, n'hésitez pas à informer, n'hésitez pas peut-être même à faire une petite note d'information affichée à vos salariés pour qu'ils aient effectivement cette information et qu'ils puissent après aller se faire vacciner. Attention, le salarié sera toujours autorisé à s'absenter de son poste de travail pour aller se faire vacciner par les services de santé au travail. Les mêmes règles aussi là sont applicables, c'est-à-dire que c'est sur la base du volontariat que le salarié va pouvoir aller se faire vacciner, absolument aucune obligation. On ne va pas sanctionner le salarié qui ne va pas se faire vacciner. Et là, attention, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure pour la campagne de dépistage où le coût incombait à l'employeur, là, tout ce qui concerne la vaccination, le coût est inclus dans la cotisation annuelle que vous versez effectivement à votre service de santé au travail. Donc voilà quelques informations synthétiques s'agissant de ces mesures sanitaires. On fait attention, on applique le protocole et voilà, on n'oublie pas qu'on est toujours dans cette obligation d'assurer la santé, la sécurité des salariés sur le lieu de travail. Voilà pour ces explications, pour ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Michel Morand pour conclure sur ce webinaire qu'on vient de vous présenter. Donc, 2 mots de conclusion, parce que nous avons presque dépassé le temps qui nous était imparti. 2 mots de conclusion. Le premier, c'est pour vous remercier de votre participation. Le deuxième, c'est pour nous excuser d'avoir été aussi vite, puisque naturellement, il y a beaucoup de thèmes et le temps était contraint. Donc, voilà, on a fait comme on a pu. On a été assez vite. On espère qu'on a balayé un petit peu l'ensemble des thèmes évoqués. Ensuite, 2 informations complémentaires. La première, c'est pour vous inviter à un nouveau webinaire sans doute qui se tiendrait au courant juin et au cours duquel nous aborderons probablement ce qui s'annonce autour notamment de la prime PEPA, la fameuse prime pour l'activité. Donc ça se passerait effectivement au courant juin selon une date qui vous sera communiquée. Et puis ensuite, deuxième information, c'est que nous organisons une session de formation sur l'actualité sociale. La date est arrêtée au 29 juin, au cours de cette session de formation, vous pourrez sans doute reprendre et développer de manière plus précise un petit peu les thèmes qui ont été évoqués autour de ce webinaire. Pour avoir information sur cette journée de formation, donc je vous invite à vous reporter à la page LinkedIn du cabinet ou à la page internet du cabinet. Voilà, nous en avons terminé. Nous vous remercions. Et puis, merci beaucoup.